Et c'est donc le retour de la Formule 1, et qui dit retour de la Formule 1 dit retour de nos enjeux du week-end, et ça fait quand même extrêmement plaisir, bien sûr, et il y en a. Dieu sait qu'il y en a des enjeux quasiment ce week-end. partout, oui. De toute façon, voilà, comme c'est un tout nouveau règlement, une toute nouvelle saison, tout est un enjeu, bien évidemment, mais Cyprien, on peut commencer aussi par ces fameux taux de compression dont on vous parle depuis 17 semaines à peu près dans l'émission désormais. On a maintenant, voilà, une idée claire de ce qui va se passer, donc on sait que tous les moteurs Mercedes seront légaux à Melbourne, ça c'est déjà une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors évidemment, il y avait une possibilité de voir les moteurs Mercedes être jugés illégaux, mais c'était évidemment très très faible, et puis personne ne voulait ça, ni les rivaux, ni la FIA pour l'image de la F1, donc il n'y avait pas trop de sujets là-dessus, mais ce qu'on sait en revanche maintenant, c'est que le moteur Mercedes va être légal en tant que tel, avec son taux de compression jusqu'au 1er juin, puisqu'il a donc été voté à l'unanimité par les constructeurs d'ailleurs, que à partir du 1er juin, le taux de compression sera mesuré à chaud et à froid. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Mercedes a eu gain de cause et les constructeurs, enfin les autres motoristes plutôt, pas tant, puisque eux, ils demandaient uniquement un contrôle à chaud. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un taux de compression sur un moteur, normalement, il descend à chaud par rapport à son taux à froid. Donc en fait, ça pouvait permettre à tout le monde, au lieu de se mettre à 16,1, qui est la limite autorisée aujourd'hui à froid, de le monter pour qu'à chaud, il descende à 16,1. Voilà. En fait, aujourd'hui, ils seront peut-être à 15,2, 15,3. Voilà, c'est un peu ce qui était anticipé par tous. Donc, c'est pour ça qu'ils demandaient uniquement un contrôle à chaud. Donc, au final, le contrôle à chaud uniquement, ce sera pour 2027. Alors, il faut bien suivre. Donc, 1er juin 2026, contrôle à froid et à chaud. Et 2027, contrôle à chaud. Donc, en fait, c'est un compromis qui a finalement satisfait tout le monde, puisque ce contrôle à chaud était demandé par les autres. Ils se disent, à mon avis, on a une année à passer comme ça, et puis après, ça remet finalement tout le monde sur un pied d'égalité. Et d'ici là, Mercedes va pouvoir profiter de son moteur et nous montrer si vraiment ça leur donne un avantage. Alors aussi, on l'avait dit dans les émissions précédentes, et on l'a dit dans le magazine aussi, l'avantage, il est estimé à 2-3 dixièmes au tour. C'est conséquent, mais c'est pas énorme non plus, surtout que, évidemment, qu'il n'y a pas que le moteur, il y a aussi toute l'aéro, donc par exemple, l'aileron de Ferrari, les choses comme ça, apportent aussi des dixièmes aux autres. Donc ça va peut-être s'équilibrer, mais je pense que là, on s'entend quand même avoir Mercedes devant. Donc voilà, moi, mon petit prono du week-end, c'est pole de George Russell et victoire de George Russell ce week-end. Mathieu ? On va se mouiller maintenant, on y est, au point où on en est. Oui, ça va être, à mon avis, un petit peu plus serré que ce qu'on imagine, parce que, comme tu le dis, il n'y a pas que le moteur. Je pense qu'effectivement, on aura, à mon avis, bien un trio de tête entre Mercedes, Ferrari et peut-être McLaren, s'ils arrivent à régler leur problème de poids, notamment, qui est justement un problème qui a été notifié jusqu'à maintenant. Oui, forcément, je vais me ranger dans le camp de la logique et je vais dire Mercedes, mais je pense que Ferrari ne va pas être si loin que ça et peut être surprenant, notamment en course, parce que, encore une fois, je répète, en termes de rythme de course, ils ont été impressionnants et il peut y avoir à mon avis, une belle bataille, déjà. Moi, je me mouille directement, ce sera la pole de George Russell, la victoire de Charles Leclerc. Voilà, vous l'aurez noté ici en premier. C'est bon, débrouillez-vous avec ça. Mais du coup, il s'est pas encore mouillé, Mathieu, vous voyez. Ah, tu veux que je te dise des noms ? Ah oui, tu nous fais une réponse de Normand, là, c'est bien D'accord. gentil, mais non. Mathieu est un politicien dans la Mais vie. c'est ça, Et dans ce cas-là, je te dis victoire d'Anthony, et comme ça on rigole. Et Paul de qui ? Paul de qui ? Paul de... Paul de Russell, allons-y. Ah, c'est un C'est week-end c'est 100% plus drôle, Mercedes. voilà. Au moins, on a un consensus sur le poleman, déjà. Ça, c'est sûr. C'est déjà assez bon. Non, mais ce qui va être marrant pour compléter ce sujet, c'est que on a une hiérarchie aujourd'hui qui est définie plus ou moins, si on vous l'a dit la semaine dernière, mais qui est définie aussi par rapport aux spécificités du circuit de Bahreïn, qui est très différent de celui de Melbourne. Donc, on va avoir, ça, il n'y a aucun doute, les 4 top teams devant. L'ordre va certainement varier par rapport à Bahreïn. Donc, potentiellement, Mercedes va peut-être pas avoir un avantage si grand. Et peut-être que Ferrari, et puis peut-être qu'on va avoir un doublé McLaren. Et peut-être qu'on aura une victoire de Verstappen devant un jar aussi. C'est très dur à dire. Et c'est ça qui rend d'ailleurs ce week-end particulièrement excitant. C'est que, comme tu l'as dit en intro, il y a tellement d'enjeux. En fait, il y a des nouvelles équipes, il y a un nouveau pilote, il y a des changements de pilotes dans les équipes, il y a évidemment ce nouveau règlement. Mais en fait, il y a tellement de choses à suivre que j'ai juste envie de se mettre devant la télé et de regarder. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Et Pierre Gasly le disait, s'il y a bien un conseil qu'il peut nous donner, c'est justement d'être devant ce départ-là, parce que justement, on ne sait tellement pas à quoi s'attendre, qu'il va y avoir de l'attente, évidemment, et il va surtout y avoir de l'étonnement potentiel. Parce que... 5h du matin, quand ils vont soudainement faire... ça va être de l'étonnement. Là, je peux vous le garantir. Moi, je vais me mouiller. Tiens, parce que voilà, on continue. Aston Martin ne gagnera pas le Grand Prix. D'accord. Ah ouais. Voilà, je pose là comme ça, c'est voilà. Alors je relance. Aston Martin ne terminera pas le Grand Prix. Même pas une des deux. Non.
Mais je pense qu'on peut avoir, alors pour le coup, si on en est à se mouiller comme ça, je pense qu'on peut avoir encore une fois facile 4, 5, voire 6 abandons à Melbourne. Oh oui, oui, Euh, Abandon uniquement mécanique. Pour des raisons différentes de celles de l'année passée. Histoire que effectivement. que vous compreniez évidemment, on rappelle ici, Fernando Alonso est une religion pour ma personne. Est-ce qu'il verra le 33e tour? Ah, Tu as c'est 33e intéressant, victoire, j'ai fait le deuil, C'est ça y a pas de intéressant. souci. Tour, je suis pas sûr. C'est pas sûr. Non, en fait, ce qui est un peu inquiétant, mais pareil, on l'a dit la semaine dernière, on va le répéter pour ceux qui éventuellement n'ont pas vu l'émission. Aston Martin, aujourd'hui à Bahreïn, ils ont quand même pas réussi à faire des très longs relais. Ah non. Donc, ils n'ont pas réussi à couvrir la distance d'un week-end de Grand Prix à la suite. Enfin, d'un Grand Prix, pardon, à la suite. Donc, c'est quand même préoccupant. Alors, évidemment, il y aura 3 semaines entre Bahreïn et Melbourne, donc ça laisse un peu de temps pour travailler. Pas tant, quand même, parce qu'il faut aussi se dire que les voitures et tout était déjà dans le fret, direction l'Australie. Donc, ils vont pas révolutionner la roue, en fait, d'ici Melbourne. Et c'est pour ça qu'à mon avis, voir les deux à l'arrivée, déjà, c'est pour moi presque impossible. En tout cas, très compliqué, très ambitieux. Et si on en a une des deux, je trouve que c'est déjà bien. Et à mon avis, ce sera très loin. Et au-delà même de la hiérarchie, je me permets de dézoomer un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il y ait des enjeux un petit peu partout. Ce qui va m'intéresser en premier lieu, paradoxalement, indépendamment du résultat brut, ça va être quel pilote est devant quel coéquipier, vous voyez ce que je veux dire, au sein des équipes. Par exemple, je suis très curieux de voir l'espèce de hiérarchie qu'il pourrait avoir entre Verstappen et Hadjar. Évidemment, on s'attend à avoir Verstappen devant, mais si Verstappen est devant, de combien? Est-ce que c'est vraiment une claque ou pas? On se rappelle que Isaac Hadjar n'a pas pris le départ du Grand Prix d'Australie l'année dernière, donc ça va être aussi une découverte pour lui. Donc je serais curieux de savoir si, par exemple, si Hadjar n'est pas ridicule, bah honnêtement, on peut vraiment avoir une saison intéressante et une marge de progression de sa part sympa. Forcément, on va avoir un duel aussi Leclerc-Hamilton qui va être sympa à regarder dans la mesure où c'est lui qui Ferrari va m'intéresse être le plus. particulièrement attendu. Donc forcément, voilà, bon, on a des déséquilibres dans certaines écuries, mais par exemple, voilà, le Leclerc-Hamilton, moi je l'attends avec attention. Et puis il y a aussi, bien sûr, d'autres équipes dans lesquelles c'est moins évident. Par exemple, Esteban Ocon, forcément, joue gros aussi. Donc voilà, si par exemple il est devant Birman dès la première course, ça peut être très sympa. Donc voilà, je vais porter une attention particulière à ça, la hiérarchie interne entre les équipes. Ouais, surtout que ça va conditionner beaucoup de choses. On sait aussi que ça va être une année décisive sur le marché des pilotes. Il y a beaucoup de pilotes qui sont en fin de contrat fin 2026. Il y a des jeunes pilotes qui jouent leur place. On pense à Liam Lawson, on pense à Franco Colapinto, qui ont besoin de prouver. Oliver Behrman, par exemple, tu parles d'Esteban Ocon, il a besoin de continuer à s'imposer finalement devant Esteban Ocon pour espérer aller chez Ferrari. Peut-être dès 2027 si Hamilton part, ou en tout cas peut-être plus tard, mais à rester une option, surtout qu'il y a Rafael Camara qui arrive derrière en F2. Donc en fait tout va être intéressant, mais moi au-delà de ces duels qui évidemment c'est l'essence même d'un début de saison, c'est qu'il y a voilà, des duels entre coéquipiers, des équipes à suivre, etc. Mais il y a aussi ce nouveau règlement, et moi je vais être particulièrement attentif à ça, par exemple sur les départs. J'espère qu'on va pas avoir un départ complètement ridicule. Ça m'embêterait de voir des calages sur la grille. Ça m'embêterait de voir des voitures qui ont un vrai avantage énorme au départ. C'est-à-dire que très bien pour Ferrari si leur avantage est à ce point important au départ, mais s'il y a tous les Grands Prix, on a tous les moteurs Ferrari qui sont aux 4 premières places au premier virage. Ouais, mais à l'époque, t'avais les moteurs Renault qui avaient leur système de départ qui était formidable et qui permettait de gagner à chaque fois 3-4 places. Donc, non, mais ils ont mieux fait leur places, c'est une travail. chose. Mais après, c'est plutôt que pour le spectacle, je trouve que c'est. Oui, alors s'ils ont mieux fait leur travail, en effet, on peut pas leur enlever. De toute façon, l'avantage qu'ils ont est pas énorme. Donc, ce sera peut-être 2-3 places s'il faut, ce sera peut-être même moins. Mais. Je trouve qu'à la longue, ça va être lassant. Si on a toujours les 4 moteurs Ferrari devant, parce que je ne peux même pas les Cadillac. Mais bon, en fait, c'est surtout, au-delà de ça, c'est surtout sur la procédure de départ, le fait qu'il n'y ait pas de calage, que ce ne soit pas dangereux. Et puis après, la deuxième chose sur laquelle je vais être particulièrement attentif, en fait, il y en a 2 autres. C'est d'abord la capacité pour les voitures de se suivre, de se battre en piste aussi, de se dépasser, machin. Et la troisième chose, ça va être la gestion de l'énergie. Sur le circuit de Melbourne, on en a parlé, très peu de freinage, très compliqué de récupérer de l'énergie. Et donc tout ça, pour moi, c'est plus des sujets où j'ai plutôt des craintes en fait. J'espère vraiment que ça va pas être catastrophique, que les voitures vont pouvoir se dépasser, que la gestion de l'énergie, ça va pas devenir ridicule, avoir des pilotes obligés de rouler à 2 à l'heure, entre guillemets, pour récupérer de l'énergie, et qu'on aura des départs propres. Voilà, tout ce qu'on peut souhaiter. Ben voilà, c'est effectivement ce qu'on peut souhaiter pour ce Grand Prix, 5h du matin, dimanche, le départ de cette saison 2026 de Formule 1. Et je passe la parole à Mathieu, qui lui va connaître un week-end
Voilà. Il va quand même être un week-end. Je pense qu'on peut même s'arrêter là. Il y aura un week-end pour Mathieu. Pour les plus courageux d'entre vous qui nous regardez, justement, le Grand Prix est à 5h, mais quelque part, le Grand Prix à 5h sera la fin de journée. Parce que, voilà, vers 23h, 23h30, on aura la F3. Vers 2-3h du matin, on aura la F2. Donc, encore une fois, vous avez le programme complet et les horaires précis sur le site autohebdo.fr. Mais, bien entendu, on sera là. Hein. Je serai là, du moins, c'est sûr, mais... Je crois que tu m'accompagnes Ouais, sur je les t'accompagne. essais notamment, etc. Donc voilà, en l'occurrence, on sera là pour l'intégralité du week-end en F2, en F3. En F3, on a en l'occurrence 3 Français aussi, hein, Alessandro Giusti, Enzo Dellini et Théophile Nael. Théophile Nael qui avait fait déjà le podium avec VAR l'an passé à Melbourne. Donc on attend évidemment une performance de nos 3 Français. Nos 3 Français qui sont également dans le guide F1. Formidable. C'est vrai que vous avez effectivement l'équipe de nuit qui est là pour ce week-end de Melbourne. Mais rassurez-vous, je tiens à le dire, je les accompagnerai samedi soir. C'est vrai. Puisque l'IndyCar se terminera vers 23h30. Donc voilà, je ferai en quelque sorte le passage de témoin pour cette journée.